Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Keepmans. Bonjour. Bonjour. Député fédéral et maire, ex-bourgmestre de Molenbeek et futur échevine de Molenbeek. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Passer de bourgmestre à échevine, c'est un choc, non? Non, ce n'est pas un choc. Bah. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié et je me suis beaucoup investie dans ma fonction de bourgmestre. Il y avait le résultat des élections et maintenant je peux passer à un autre engagement. Ce qui est important pour moi, c'est d'être toujours présente à Molenbeek. Et je l'avais dit au lendemain des élections, parce qu'il n'était pas du tout évident que le MR soit dans une majorité. Il y avait beaucoup de Molenbeekois qui étaient inquiets en voyant qu'il y aurait peut-être justement le rassemblement des gauches à Molenbeek. Et donc j'avais dit, de toute façon, je maintiens, je m'investis pour ma commune. Alors je l'aurais fait comme chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, je le fais comme échevine et j'assumerai pleinement mes compétences. Et pour moi, c'est important d'assurer ce rôle d'échevin parce que de par ma fonction de bourgmestre, j'ai eu la connaissance de très nombreux dossiers, une vue transversale, et donc je serai là pour informer et pour soutenir les échevins libéraux. Enfin, donc vous dites la page est tournée, soit, mais quand même, vous et Catherine Moreau, c'est un peu l'eau et le feu. Comment vous allez travailler ensemble alors que vous avez passé quand même quelques années à vous mitrailler toutes les deux? Mais finalement, peu, puisque elle n'était pas au conseil communal. Catherine Moreau est arrivée à Molenbeek en 2015 et je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec elle. Mais des contacts que nous avons aujourd'hui, notamment pour rédiger la note de politique générale, ça se passe bien. Vraiment, les échanges sont tout à fait fructueux. Donc moi, je suis une personne consensuelle, je positive et je suis convaincue que dans les mois qui viennent, eh bien, pour Molenbeek, le collège mènera une politique dynamique. Alors, échevine, première échevine, quelles seront vos compétences à Molenbeek? Alors, j'ai choisi ce qui me tient aussi à cœur depuis des années, depuis que je suis échevine d'ailleurs, c'est-à-dire la culture. Pour moi, c'est les cultures, ça a toujours été une politique essentielle, notamment dans une commune aussi populaire que Molenbeek. L'accès à la culture, la diversité sont essentiels. Donc, ce sera la culture française et également l'état civil. Parce que aussi, je trouve que ce sont des moments, oui, mais ce sont des moments très positif. Et donc, je suis là pour soutenir, pour informer, mais aussi pour véritablement trouver du plaisir dans les différentes compétences dont j'assurerai la direction. Alors, aujourd'hui, la bourgmestre est dans votre ancien bureau. Vous n'avez pas encore votre bureau d'échevine, puisque vous ne serez nommé échevine qu'à partir de la prestation de serment des conseillers communaux. Si tout se passe bien, ce sera le 5 décembre, qui aura la prestation, plus la désignation des échevins. Alors, vous, personnellement, vous avez choisi donc d'être échevine, vous l'avez expliqué, vous êtes député fédéral. Oui. Bon, vous êtes quand même dans une commune de plus de 50 000 habitants. Il va falloir choisir en mai, ou juste après mai, qu'allez-vous choisir, la commune ou un poste de député? Moi, j'ai toujours été claire aussi, à savoir que par rapport à ces questions de cumul-décumul, j'ai dit je maintiens mes activités, et aujourd'hui, c'est la commune, et également la fonction de député fédéral. Donc je n'ai pas dit que je démissionnerais à un certain moment, que je décumulerais. Et donc après les élections du mois de mai, je prendrai attitude évidemment. Mais comme je l'ai dit, je veux accompagner Molenbeek dans les premiers mois, rester toujours présente au conseil communal. Et donc c'est plutôt un engagement au niveau de la région ou du fédéral que je mènerai. Donc voilà, ok. Donc pour traduire très clairement ce que vous dites, jusqu'en mai, vous serez échevine, et après mai, vous ferez le choix, normalement, d'aller plutôt dans un parlement. Et effectivement, la question, c'est de savoir le parlement régional ou le parlement fédéral. Votre cœur, il penche vers quoi? Alors, mon cœur, il penche pour Bruxelles. Parce que j'ai toujours été extrêmement attachée à Bruxelles, qui est ma ville de toujours. Et je pense que c'est une ville-région qui en vaut vraiment la peine, qui a beaucoup de potentiel, qui a ses difficultés. Et on voit que dans l'évolution de la région bruxelloise, il y a
on ne parle plus de frontières communales, on parle véritablement de quartiers. Alors, il y a des quartiers qui connaissent des difficultés, notamment de précarité, et à côté de ça, vous avez des quartiers où il y a un niveau de vie qui est tout à fait confortable. Et je pense que cette dualisation de la région bruxelloise, il faut absolument la combattre. Et il faut faire en sorte que les classes moyennes qui ont quitté cette région, eh bien, reviennent à Bruxelles ou continuent de vivre à Bruxelles et véritablement de porter la région bruxelloise. Donc la liste régionale vous intéresse. Quand certains disent on verrait bien Françoise Keepmans comme tête de liste du MR à la région bruxelloise, vous dites banco? Moi, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de soutien, notamment après les élections communales, pour porter la liste bruxelloise. Je ne me suis pas... comment dire, je n'ai pas fait de sortie concernant mes préférences parce que je veux vraiment que ce soit une décision d'une équipe. À savoir, moi je suis prête, mais il faut également qu'il y ait une équipe autour de moi pour porter le projet libéral pour la région bruxelloise. Ça me semble tout à fait essentiel. Or, aujourd'hui, le mouvement réformateur n'a pas tranché. Moi, je suis à disposition pour défendre Bruxelles. On peut aussi défendre Bruxelles au niveau fédéral. Je pense qu'en tant que capitale de la Belgique, elle a toujours toute son importance. Donc vous laissez toutes les portes ouvertes. On n'a pas suffisamment investi à Bruxelles. Que ce soit les gouvernements, souvent socialistes, à la région bruxelloise, à dominante socialiste, ou que ce soit au fédéral, on n'a pas suffisamment aimé Bruxelles, on n'a pas suffisamment véritablement porté cette capitale, cette ville-région. Avant d'en parler, parce qu'on a un sujet peut-être là-dessus, quand même, être échevine pendant 6 mois, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que vous n'auriez pas dû passer la main tout de suite, être conseillère communale et vous préparer aux élections régionales? Mais c'est pour ça qu'aussi j'ai des compétences que je connais bien, que je maîtrise avec la culture. Et c'est véritablement pour soutenir les élus libéraux, parce qu'il y a un renouvellement qui se fait. Et ces nouveaux échevins, eh bien, ils doivent aussi trouver leur place c'est le temps de dans passer la la nouvelle main. majorité. Alors, justement, si on parle de Bruxelles, vous dites on n'a pas assez investi à Bruxelles. Il y a justement une problématique qui existe aujourd'hui entre le fédéral et la région bruxelloise, c'est cette affaire du RER. Oui. Des tensions sur le RER. On l'a vu, il y a eu l'inauguration du dernier tronçon du côté flamand du RER, et la région n'a pas encore signé le pacte d'investissement qui doit débloquer 1 milliard pour les travaux de la SNCB. Alors, quelle est votre analyse? Je vous propose 3 possibilités. La première, Vervoort bloque le RER. La deuxième, Belot méprise Bruxelles. Ou la troisième, mais qui croit encore au RER? Mais j'ai des difficultés à faire le choix parce que je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Ah, aucune à des savoir 3. que le RER est indispensable pour la région bruxelloise comme pour la Flandre et la Wallonie. Aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes de mobilité, notamment à Bruxelles ou pour accéder à Bruxelles ou en sortir, ce RER, certains au début disaient non, il ne faut pas de RER parce que ça va favoriser l'exode, mais rendons Bruxelles attractif, c'est ça qui est essentiel. Oui, évidemment, le ministre président défend Bruxelles et le ministre de la Mobilité défend aussi Bruxelles. La preuve en est, c'est qu'on a inauguré au mois de septembre tout un bâtiment d'Infrabel à la gare de l'Ouest pour les métiers du rail. Et qu'il y a des investissements qui se font, notamment la rénovation de gares. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Je pense que là, chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités. Et est-ce que la région bruxelloise fait suffisamment pour Bruxelles, pour valoriser Bruxelles? La question peut se poser aussi. Donc je ne me retrouve pas dans aucune des 3 affirmations. Donc il y a un peu des deux. La région pourrait quand même investir davantage et le fédéral pourrait un peu plus favoriser Bruxelles. Absolument. Mais le fédéral, et d'une façon générale, je dirais que moi, comme bruxelloise, j'ai toujours eu le sentiment que finalement, tant la Flandre qu'à la Wallonie ou le fédéral, voilà, Bruxelles venait toujours un petit peu après. Et ça, c'est ma grande frustration. Et on n'a pas, tout parti politique confondu, et que justement, à Bruxelles, on n'a pas eu cette volonté, cet enthousiasme, cette force pour défendre la région bruxelloise. Et moi, je vois
hein, on l'a vécu notamment lors des dernières élections communales où on cassait beaucoup les politiques du fédéral dans la proximité des élections communales. Et moi, je disais, mais et la région bruxelloise, qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Qu'est-ce qu'elle fait contre la précarité dans les communes? Qu'est-ce qu'elle fait pour développer une mobilité qui soit quand même beaucoup plus positive? Et toutes ces questions-là, eh bien, on n'a pas de réponse. Alors, on voit que l'emploi, c'est aussi essentiel. La région, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont réalisés, mais la région reste quand même à la traîne, la région bruxelloise. Et alors qu'il y a la question des métiers en pénurie, qu'il y a la question Vous êtes déjà en campagne pour les régionales. Voilà, c'est clair. Vous avez votre projet pour la région bruxelloise. Mais à propos d'emploi, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Oui. On a appris que la marge salariale serait quasi nulle. Pour la FGTB, même les salaires risquent de diminuer, parce que c'est le Conseil central de l'économie qui a fixé la marge salariale, donc la possibilité d'augmenter les salaires, sans compter l'indexation, à moins 0,02%. Est-ce que ça veut dire que vraiment le pouvoir d'achat est en crise chez nous maintenant et dans les années à venir? Alors le pouvoir d'achat, c'est évidemment essentiel, c'est ce qui fait marcher l'économie et le gouvernement fédéral a quand même pris des dispositions, notamment via le tax shift, pour augmenter les salaires en 2019. Pour les plus bas salaires, ce sera quand même 1400 € net par an. Et il y a des mesures qui sont prises aussi pour les revenus d'intégration sociale qui ont été aussi régulièrement augmentés depuis 2014. Donc les efforts sont réalisés au niveau fédéral et je pense qu'il faut véritablement... le pouvoir d'achat est en lien avec la croissance. Et la croissance, elle doit continuer à être soutenue, évidemment. Donc, job. Mais quand même, on a augmenté la TVA sur l'électricité. Oui. Enfin, on a plutôt réaugmenté la TVA sur l'électricité. Il y a des droits d'accise qui ont augmenté sur le carburant. Et quand on voyait les gilets jaunes, c'est là-dessus, c'est de cela qu'ils se plaignent. Ces hausses de taxes qui touchent aussi le pouvoir d'achat. Est-ce que là, on était trop loin? Alors, ces mouvements de gilets jaunes, qui sont des mouvements populaires, moi je peux évidemment les entendre, même si à certains moments il y a eu des casseurs, mais voilà, indépendamment, c'est un mouvement qui veut faire entendre sa voix et qui le fait de façon positive. Je crois qu'on n'a pas suffisamment appuyé sur la nécessaire transition. On sait bien, et ça c'est annoncé depuis des années, que par exemple le diesel le diesel fluctue aussi en fonction du marché, mais depuis des années on annonce qu'on va prendre des mesures par rapport au diesel parce que c'est un carburant qui est plus polluant. Donc il faut véritablement accompagner la transition, que les gens comprennent bien le pourquoi et s'y préparent. Donc on doit davantage expliquer. Voilà. Et je pense qu'on a manqué de pédagogie et qu'on a peut-être pris des mesures trop rapides, sans véritablement, notamment par des primes. Sans les expliquer. Voilà, amener les gens à changer leurs habitudes. Merci Françoise Kepmans. Demain, Stéphanie Meyer recevra Pascal Smet. Bonne journée, bonne soirée à tous.